Et notre invité politique ce matin, c'est Alexis Corbière. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Vous êtes avec nous pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale représentée par Fabrice Vesser-Redon. Bonjour Fabrice. Bonjour Oriane. Les journaux du groupe EBRA, les journaux régionaux de l'Est de la France. On commence Alexis Corbière avec cette image de la soirée. Ce sont ces menottes jetées à terre par des policiers rassemblés dans plusieurs villes de France. Des policiers en colère contre Christophe Castaner. Ils s'estiment lâchés, désavoués par leur ministre qui a promis une tolérance zéro face au racisme dans la police. Est-ce que vous comprenez la colère de ces policiers ? Alors, il y a deux choses. Que les policiers travaillent dans des conditions difficiles. On leur doit, je ne sais plus combien, enfin, l'État a 22 millions d'heures supplémentaires non payées. Les policiers que moi je connais dans ma circonscription, j'ai même pas un commissariat de plein exercice à Bagnolet, on doit aller au Lila, et au Lila, ils travaillent dans des préfabriqués, des conditions difficiles. Bref, les gens sont harassés. Le gouvernement les a beaucoup utilisés d'ailleurs, souvent dans une tâche qui n'était pas seulement la conception que je me fais de la police, qui était souvent de tenir tête aux gilets jaunes, etc. etc. Bon, une fois qu'on a dit tout ça, donc ils ont raison de manifester pour de meilleures conditions de travail. Mais franchement, manifester parce que le ministre a dit qu'il fallait la tolérance zéro contre le racisme dans la police, je m'inquiète. Ce matin, on entend des syndicats policiers qui disent on ne reconnaît plus Christophe Castaner comme notre ministre. Alors, vous moi, pensez que ça va trop loin ? Il y a policiers et policiers. Il y a la police et puis il y a des syndicats. Alliance, Synergie, je ne sais plus quel nom, agressifs, de droite dure, qui nous insultent régulièrement sur tous les réseaux sociaux, qui ne veulent pas, depuis des mois et des mois, qu'on discute de ce service public qu'est la police, qui, sitôt qu'un homme comme moi, et je ne suis pas le seul, ou une association pointe un problème, on se fait traiter de haine anti-flic. Donc ils ont créé une situation de blocage par une espèce de conception corporatiste, qui n'est pas le syndicalisme. Quel que soit ce qui arrive, les collègues ont toujours raison. Ben non. Ben non. Moi, je suis enseignant, j'accepte l'idée, tout en étant un défenseur de l'école publique, qu'on peut critiquer l'institution, on peut critiquer un enseignant qui ne fait pas son travail. Eux, la police voulait, depuis le début, dire que c'était la grande omerta. On ne pouvait rien dire. Et Christophe Castaner a été, comment dirais-je, l'accompagnateur de ce discours absurde. Christophe Castaner, combien de fois il m'a même menti, moi, enfin, c'est pas le problème de moi, mais à l'Assemblée, je me souviens d'une question au gouvernement, à Bordeaux, un manifestant, ça avait été filmé, se fait frapper violemment par la police. Je lui dis comment est-ce possible. Il me dit les faits sont avérés, le jeune homme, parce que c'était un jeune homme, a commis je ne sais trop quel acte. C'était totalement faux. Donc aujourd'hui, il est pris à contre-pied. Christophe Castaner, pour vous, n'a pas lâché la police, comme le disent certains syndicats. Il a eu raison de dire ce qu'il a dit cette semaine. Il a eu raison d'annoncer ces mesures ? D'un certain point de vue, mais c'est un ministre faible qui doit démissionner, qui met en danger l'institution, qui n'a pas fait le travail d'avoir le discours qu'il fallait, qui a tenu un discours tellement caricatural d'un côté, on a le sentiment quand même que vous renvoyez tout le monde un peu dos à dos. C'est-à-dire, non, qui c'est que je renvoie ? Le ministre, oui, les le policiers. ministre. Déjà, je considère qu'entre ce que j'ai connu quand j'étais jeune militant avec la FAS, la Fédération autonome des syndicats de police, des personnages comme Bertrand Delplace, qui étaient des policiers républicains, qui s'étaient indignés quand, par exemple, en 1986, un jeune homme, non loin du Sénat d'ailleurs, Malik Oussekine, avait été mort sous les coups de la police. Il y avait des policiers qui, de l'intérieur, parlaient tout en étant des défenseurs de la police, qu'il y a des choses qui ne pouvaient pas avoir lieu. On est passé notamment, je pense, à cause des années Sarkozy, où tout ce syndicalisme a disparu, a été remplacé par, je le répète, ces syndicats qui ont... Mais il y a des syndicats de policiers qui ont manifesté devant le local de la France Insoumise. Vous imaginez, qui ont fait pression sur des partis politiques. On a laissé dire tout ça. Qui ont... Regardez-les, leurs tracts. Qui ont même représenté les journalistes comme des chiens enragés. Parce que je ne sais trop quel journaliste avait fait un reportage sur la police. Qui caricature et insulte tous les 4 matins Jean-Luc Mélenchon. Mais donc concrètement, vous comprenez alors ce discours de Christophe Castaner cette semaine ? Mais sauf qu'il est ridicule pour le porter. Moi, je souhaite qu'effectivement, c'est quand même le minimum qui est tolérance zéro dans la police sur le racisme. D'accord, mais sauf que si vous voulez, mettez-vous à la place de ces... Enfin, il y en a certains qui disent, mais pendant des années, tu es silencieux, tu accompagnes tous les excès de certains policiers, et moi je ne mets pas tout le monde dans le même paquet, et aujourd'hui, il semble, parce qu'effectivement, il y a une évidence qui apparaît, vouloir avoir une parole, mais il est politiquement... Donc vous ne pouvez pas reprocher ça à Christophe Castaner. Pourquoi vous demandez sa démission alors ? Parce que ça date de précédemment, parce que je veux dire, n'importe quel ministre de l'Intérieur, quand on arrive à 15 000 tirs de LBD, 30 000 grenades de désencerclement utilisées, 27 œils éborgnés, 5 mains arrachées, et que tout ça parce qu'il y a des consignes dures. Cette idée de nommer monsieur Didier Lallement, préfet de Paris, qui est un homme qui a une pratique du maintien des forces de l'ordre qui est choquante. Je rappelle que M. Alain Juppé, qui avait travaillé avec lui, le surnommé le nazi, d'accord ? Le propos est excessif, je ne le ferai pas moi. Mais pour vous dire l'état d'esprit dans lequel M. Juppé, qui n'a rien à voir avec un insoumis comme moi, bon, donc, voyez... Mais alors du coup, qu'est-ce que ça changerait la démission de Christophe Castaner ? Parce qu'il faut un homme
avec une personnalité un peu plus forte que M. Castaner, dont la seule particularité d'être en proche d'Emmanuel Macron, qui de mon point de vue n'a été pour l'instant que, le ventriloque de ce que ces syndicats de police demandaient, c'est-à-dire on veut quelqu'un qui aujourd'hui, effectivement, devant l'opinion publique qui monte, parce qu'il y a des choses, vous savez, à l'heure des téléphones, on peut filmer, il y a des choses qui montent, il y a des choses qu'on ne peut plus masquer, parce que c'est une évidence. Quand à Bondy, dans mon département, un jeune homme, certes peut-être un petit délinquant, c'est pas bien de voler, mais se fait frapper. Le gamin de 14 ans, Gabriel, si vous avez vu ce témoignage et que la défense de la police, c'est dire on a glissé comme si désormais c'est plus la police, hein, c'est Holiday on Ice, quoi. Ça patine, ça glisse. Vous demandez, le député insoumis demande un homme fort à Beauvau. C'est-à-dire un homme républicain qui tient la maison, qui est en capacité de faire que notre police soit républicaine. L'autorité. Non, mais je veux dire l'autorité au sens politique, bien sûr. Je vais vous dire, la police, elle fait un dur métier, évidemment. Évidemment qu'elle fait un métier difficile. Évidemment que c'est un métier terrible quand il s'agit d'aller arrêter des gens violents, quand il s'agit d'intervenir au milieu de la nuit parce que, par exemple, un homme est en train de frapper sa femme. Moi, j'ai besoin d'une police républicaine et j'ai besoin surtout qu'on ait confiance dans la police. Et il y a encore. Mais c'est pas le cas aujourd'hui. Pour vous ? Il y a un nombre significatif de gens, et trop souvent des Français en plus, à la peau noire, ou des Français d'origine maghrébine, qui font remonter toute une série de témoignages quand même, qui montrent que parfois, de plus en plus, certains secteurs de la police ne se comportent pas dans une conception républicaine telle que je le dis, et que trop souvent, quand, y compris ces citoyens essaient de se plaindre, c'est circuler, il n'y a rien à voir. Bon, alors, est-ce que vous iriez jusqu'à parler de privilèges blancs ? Non, mais j'aime pas ce vocabulaire. Vous avez peur de la police, vous ? Non, mais moi, comment dirais-je, écoutez, la police, quand elle me voit, elle me salue, c'est pas le sujet. Je vais pas faire croire que ce que je vis est la même chose qu'un Français à la peau noire ou qu'un jeune d'origine maghrébine. Ce serait démagogique de ma part. Donc pour vous, la police est raciste ? Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire, justement. Je suis en train de vous dire que dans la police, il y a des contradictions, évidemment. Moi, je n'ai pas les éléments pour savoir est-ce qu'il y a majorité ou pas majorité. Mais ce que je dis pour qu'on parle d'une institution qui a le monopole légitime de la force. En plus, c'est pas rien. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait confiance. Et il faut qu'on ne puisse pas voir une vidéo où tu as un policier qui dit « Ah, t'as vu, c'était quoi, le bico ?» en rigolant, « Tiens, il sait nager. » Je veux pas voir des images où un gamin de 14 ans se fait quasiment ouvrir l'œil. Je ne veux pas voir tout ce qu'on a vu précédemment. Et je le dis aux policiers, parce que j'en connais quand même certains, je pense à Noam Anouar, à tous ces policiers qui ont été, Alexandre Langlois, du syndicat Vigie dans la police, moqués, caricaturés, sanctionnés par l'institution. Je dis que l'IGPN aujourd'hui n'est pas l'institution qu'il faut. Vous savez à quoi ça me fait penser, l'IGPN? Vous connaissez la phrase de Clémenceau qui disait que la musique militaire est à peu près le même rapport à la musique que la musique militaire. C'est la même chose. Il faut changer le mode de contrôle des policiers pour vous. Il ne faut pas que ce soit des policiers qui s'autocontrôlent. Il faut qu'il y ait un regard un peu extérieur. Bref, énorme travail que jusque-là le gouvernement n'a pas fait. Jusque-là le gouvernement a flatté les secteurs, de mon point de vue, les plus durs de la police, ceux qui voulaient le moins se remettre en cause. Et aujourd'hui, tel est prix qu'ils croyaient prendre. Parce que quand le pauvre Castaner essaie quand même, devant une émotion nationale, de dire il y a des choses qui ne sont pas tolérables, et c'est quand même la moindre des choses, tout de même qu'on n'accepte pas le racisme dans la police, il se met d'un seul coup à dos toute une série de gens qui disent « Mais tu nous as trahis, Christophe !» Ben ouais, mais au bout d'un moment, comme dit la Bible, celui qui a vécu par le glaive périra par le glaive. Celui qui a vécu par l'omerta entretenue dans la police, au bout d'un moment, quand il essaie de parler, ça lui revient au visage. Vous attendez la parole d'Emmanuel Macron sur le sujet ? Oui, la parole d'Emmanuel Macron. Moi, je n'ai pas cette conception de la Ve République où il y a un personnage qui, quand il parle, je ne sais pas ce qu'il a à dire. J'observe qu'il est très silencieux, ce qui est assez étonnant parce que... Alors justement, il va parler. Il va parler dimanche. Qu'est-ce que vous attendez de son allocution ? Mais moi, pour l'instant, je suis en désaccord avec la politique qui mène. Je l'ai entendu. Bon, c'est pas un scoop. C'est pas un scoop. Non, mais globalement, les choix qui ont été faits depuis 3 ans, etc. Bon, j'observe que quand la crise du Covid est arrivée, ce gouvernement a pris des mesures pendant quelques mois, des mesures même que nous avons votées et soutenues. Je pense à des mesures de chômage partiel, des aides qui ont été apportées, etc. Évidemment, la crise était telle. Bon, j'observe qu'après, beaucoup de phrases ont été dites sur le monde d'après, etc. Bon, et j'observe enfin que ce monde d'après ressemble furieusement au monde d'avant, voire même en pire. Alors, comme on est aujourd'hui, on va se parler clairement, dans la préparation de la présidentielle de 2022, que toute une série de spin doctors et de stratèges s'interrogent sur comment cet Emmanuel Macron, qui est finalement autant rejeté dans le pays, peut se renouveler, se réinventer. On va voir. Donc l'opération dimanche... En démissionnant et en faisant réélire. Ça, j'ai vu, c'est l'idée. Moi, je suis un républicain, il ne faut jamais avoir peur... L'Élysée a démenti. Non, mais moi, attendez, ma position, à titre personnel, c'est qu'il ne faut jamais avoir peur du peuple. S'il veut en revenir devant les électeurs, pourquoi pas? J'observe que quand il y avait une forte protestation sur la réforme des retraites, que toutes les études d'opinion montraient que les Français étaient en désaccord, nous, on avait proposé, et si on faisait un référendum là-dessus? Il n'en a pas voulu. Alors peut-être qu'aujourd'hui,
moi je pense, vous savez, je me trompe peut-être là vraiment, mais je pense qu'il veut aussi faire peur à sa majorité de députés turbulents en leur disant faites attention parce que je pourrais démissionner et vous faire un coup et vous en seriez fort marine tous ceux qui me critiquent. Mais à l'inverse, s'il avait cette idée, on se souvient, vous avez la mémoire des choses, que quand Jacques Chirac aussi avait cru qu'une dissolution pouvait lui être favorable, ça lui est revenu au visage. Moi, je ne sais pas là-dessus. Ce que j'observe, c'est que tout ça, je le répète, participe à ces opérations de communication présidentielle telles que la Ve République en a le secret. Et c'est très, très décalé par rapport à l'opinion générale d'une colère forte qui monte dans le pays. Je voudrais réendosser l'habit du député de Seine-Saint-Denis, ou même pour le préfet, a peur de situations de pauvreté très fortes, parce qu'après la crise sanitaire, maintenant, c'est la crise sociale qui arrive, 1 million de chômeurs supplémentaires, un taux de mortalité 169% plus élevé qu'un an auparavant en raison de la crise du Covid. Mon département, parce que c'est ceux qui sont allés travailler, qui ont continué à bosser pendant la crise du Covid, qui ont pris les risques, qui n'étaient pas protégés, sont morts plus que les conditions sociales de toute cette économie informelle qui existait, pas seulement qu'on ne se méprenne pas dans des choses de délinquance, mais vous savez, les gens qui sont souvent dans des statuts extrêmement précaires, etc., sont directement touchés par la crise. Et ce dont j'ai peur maintenant, je le vois, parce que beaucoup de mes amis sont impliqués dans tous ces réseaux de solidarité, de collecte, de distribution de nourriture, et je veux remercier les grandes enseignes du côté de chez moi, je pense à Auchan, Carrefour, qui nous ont donné, mais on en est à un point où des choses que nous organisons avec mes amis, on est passé de 80 colis distribués au début à 600 colis aujourd'hui distribués, des familles qui viennent. C'est ça la réalité de Seine-Saint-Denis, avec des gens qui viennent me dire, monsieur le député, ça, je viens, c'est la première fois parce que je n'en peux plus, parce que mon mari n'a plus retrouvé de boulot, parce que moi, le boulot que j'avais auparavant, je ne l'ai pas encore retrouvé ou à temps partiel. Cette pauvreté qui monte terriblement, c'est ça la période qui vient. Et ça, comment on fait? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour éviter, en tout cas limiter cette pauvreté? Il faut organiser déjà un service public à la hauteur du... Il faut que la puissance publique revienne là-dedans, donne des moyens. Le rapport sur les inégalités qui vient de sortir nous montre des inégalités incroyables. Savez-vous que les 10% des Français les plus riches détiennent autant que les 3/4 du reste des Français? Ça devrait nous interroger. On peut peut-être imaginer, c'est pas extrêmement révolutionnaire, à travers l'impôt républicain, cet outil extraordinaire qui fait qu'en fonction de ses moyens, on participe à l'impôt. Donc ça veut dire qu'augmenter les impôts, en tout cas pour une certaine catégorie, oui, pour une autre répartition de richesse, un système fiscal plus juste, parce qu'aujourd'hui, notre système fiscal n'est pas juste. Il y a des gens qui sont extrêmement riches. Nos 1% les plus riches en France sont les plus riches d'Europe. Quand le gouvernement ne dit pas d'augmentation d'impôts pour faire face à cette crise, vous vous dites non, il faut augmenter les impôts pour les plus riches. C'est une phrase qui ne veut rien dire. Il y a des gens qui payent déjà trop d'impôts. Catégorie moyenne, et elles payent trop d'impôts. Mais les plus riches, les plus fortunés, auxquels on a trouvé utile, comme premier acte du quinquennat Macron, de supprimer l'ISF, je dis que oui, ils doivent être plus sollicités, c'est la moindre des choses. Nous avons les 1% les plus riches d'Europe, à l'exception de la Suisse. Les plus riches d'Europe. Donc eux, ils n'ont pas été trop impactés par le Covid. Ils ne veulent pas participer à l'effort national un peu plus. Monsieur Bernard Arnault, il ne veut pas participer davantage, et ainsi de suite. Donc ce que je propose, moi, c'est la République sociale, la République pour tous, celle du partage des richesses. Quelle autre idée sinon? Le chacun pour soi? C'est que la Seine-Saint-Denis crève en silence pendant que les plus riches continuent à s'enrichir. C'est quoi l'autre idée que ça? Et là-dessus, Macron, qu'est-ce qu'il fait à part une gesticulation, voire même une opposition, disons-le clairement, à ce que je suis en train de proposer? Suppression de l'impôt pour les plus riches, remise en cause du code du travail qui permet aujourd'hui de faciliter les licenciements, baisse de l'assurance chômage. De l'assurance chômage, c'est quand même ça qu'ils avaient prévu avant le Covid. C'est-à-dire ceux qui sont au chômage vont percevoir moins d'aide. Mauvaise idée, il faut revenir là-dessus. J'ai même entendu M. Laurent Berger de la CFDT le dire. Il faut revenir là-dessus. À votre niveau, vous défendez une proposition de loi pour le plafonnement des frais bancaires. Plafonnement ou suppression? Moi, je suis resté à plafonnement, comme quoi je suis un modéré. Non, mais les frais bancaires... On retiendra ça ce matin. Mais bien sûr. Mais vous savez, le vrai modéré, c'est moi. Hein. Le radical et l'extrémiste, c'est plutôt le gouvernement qui mène une politique extrémiste pour un camp et une minorité. Oui, les frais bancaires. C'est quoi les frais bancaires? C'est tous ces petits frais injustes. Par exemple, vous avez un chèque à découvert. Non seulement votre banque vous le refuse, mais elle vous envoie une lettre pour vous le signaler et elle le facture parfois 15 €. On vous envoie un mail pour vous signaler que vous avez un découvert, c'est facturé 8 €. Et à la fin, UFC Que Choisir, 60 millions de consommateurs, estime que c'est 7 milliards d'euros de bénéfices qui sont réalisés par les banques. Je trouve ça choquant. Une lettre qui vous est envoyée, dont on estime qu'elle coûte 75 centimes, n'a pas à être facturée 15 € par le client. Ça vous concerne, peut-être vous, vos enfants, moi ça m'arrive avec ma fille. Donc on en est où, ça avance? Alors j'ai proposé le plafonnement pour tous, c'est-à-dire de
pas plus de 2 euros par opération, pas plus de 20 euros par mois, pas plus de 200 euros par an. Là-dessus, le gouvernement a dit, Monsieur Corbien, vous parlez d'or, vous avez parfaitement raison, sauf qu'on ne va pas faire une loi, on va essayer de se mettre d'accord avec les banques. Et Monsieur le ministre Le Maire est venu, à l'occasion de ma proposition de loi, qui n'a pas été adoptée, mais 6 groupes sur 10 à l'Assemblée nationale l'ont soutenue, j'étais assez satisfait de ça, à dire qu'on va faire une charte et un décret qui va préciser les choses, où il va être demandé d'étendre un dispositif pour les clients dits fragiles, qui actuellement sont 1 million, pour l'étendre éventuellement à 3 millions de personnes. Moi, c'est un petit pas. Mais moi, je propose... Mais vous dites déjà, le gouvernement commence à faire ce qu'il faut sur le sujet. Non, ce dont j'ai peur, c'est la même chose que le débat qu'on avait tout à l'heure. C'est devant une protestation qui monte de plus en plus. Le gouvernement fait des choses, mais, comment dirais-je, sans remettre en cause ce profit juteux pour les banques, qui ont un modèle économique aujourd'hui où ils sont de plus en plus dépendants de ces frais bancaires, ce qui est un problème. La banque ne doit pas être là pour spolier le client, et tout le monde d'ailleurs, pas seulement les plus modestes, tout le monde. On n'a pas à payer 15 euros quelque chose qui coûte 75 centimes par exemple. Alors vous parliez de ce que le gouvernement n'a pas fait. Le gouvernement qui a quand même mis 460 milliards depuis le début de cette crise sur la table. Est-ce que quand même le gouvernement ne fait pas ce qu'il faut? Est-ce que par exemple ce 3e budget rectificatif, vous allez le voter? On va voir, mais là encore, vous avancez des chiffres qui ne sont pas toujours des chiffres, c'est des avances, c'est pas toujours de l'argent. Moi, pour les politiques de relance économique, il faut aussi qu'on ne mette pas de l'argent sans réfléchir à quel type de mode de production on met en place. Je veux dire, la transition écologique, c'est toujours un enjeu. S'il s'agit d'aider Renault sans poser comme condition, vous savez, j'évoque les 7 milliards, effectivement, il y a une relocalisation de l'économie en France. Quel type de voiture, par exemple, on produit, etc., etc. Donc, il n'y a pas eu assez de conditions. C'est ça, c'est pas satisfaisant pour vous. Je trouve que c'est beaucoup de milliards. C'est assez brouillon. Il n'y a pas de... Nous, on a dit le mot qu'il faut arrêter de faire peur, de planifier les choses. Par ailleurs, le plan, il y en a eu en France sous la Ve République, avec le général de Gaulle, planifié. Pas quelque chose de brouillon où on aide tel groupe, tel autre. Et on ne comprend pas tellement quelle est la cohérence d'ensemble. Quelle est la grande leçon, je crois, que tout le monde a tiré de cette crise du Covid, c'est qu'il faut relocaliser l'économie. On se vivait comme un grand pays, et nous sommes un grand pays, mais on s'est aperçu que fabriquer des masques, on n'avait même plus une usine sur le territoire national qui était en capacité de le faire. Donc je crois que... Et maintenant, on en a trop. Non, mais aujourd'hui, il y a trop parce que beaucoup de pays, aujourd'hui, reviennent avec les masques. Mais il faut qu'on ait une indépendance, une souveraineté par rapport à ça. Moi, je suis un souverainiste social. Je suis pour que notre pays puisse décider de quelle politique il mène et qu'il ne soit pas dépendant des aléas du marché ou du fait que nous avons pensé pendant des années, en raison des règles mises en place par l'OMC, qu'en gros, il y allait avoir l'atelier du monde en Inde et en Chine. Comme ils sont un peu bêtes, ils vont faire que fabriquer. Et nous, on va être les cerveaux en Europe. Sauf qu'on a découvert quelque chose d'incroyable, c'est que nos amis chinois et indiens étaient aussi assez intelligents, avaient une jeunesse qui avait soif de qualification, et que 20 à 30 ans plus tard, on s'aperçoit que c'est non seulement l'atelier du monde, mais en plus là où se découvrent et sont inventées beaucoup de choses. Donc c'était absurde, et on se retrouve désarmé économiquement pour faire face à des choses telles que nous avons vécues et qui se reproduiront demain. Donc tout l'enjeu, et j'aimerais que ce soit ça le débat de la présidentielle qui viendra en 2022, c'est comment on réarme notre pays du point de vue industriel, comment on assure sa souveraineté, c'est-à-dire que les décisions économiques que nous prenons soient prises en raison de ce que souhaite le peuple français. Comment nous sommes une force, un pays d'avant-garde sur la transition écologique, en étant ceux qui ne produisent pas tout et n'importe quoi, mais qui ont le souci de faire en sorte que nous sortions, par exemple, de ce qui avait assuré notre indépendance à une époque, du nucléaire. Comment on le fait, ça prendra du temps, 20, 30 ans. Alors ça, c'est pour du moyen à long terme. Est-ce que dans le court terme, la relance de l'économie, elle passe par une accélération du déconfinement ? Moi, je ne le dirais pas. Je veux dire, le confinement, écoutons les médecins, écoutons les spécialistes. Je ne suis pas médecin, sans vous faire injure, je ne crois pas non plus que vous l'êtes. Et moi, j'écoute ceux qui savent. Voilà. Et en Seine-Saint-Denis, par exemple, comment ça se passe dans les écoles ? Ça va assez vite. Parce qu'on entend beaucoup de... Il y a des discours, effectivement, qui sont divergents sur faut-il faire revenir les enfants plus rapidement ou pas ? Mais les enfants dans les écoles, si on venait à les faire revenir, et les parents le demandent, il faut que ce soit dans des conditions sanitaires respectueuses. C'est-à-dire, on va pas le cas pour l'instant. Mais pour l'instant, ça fonctionne, parce que moi, les chiffres que j'ai, il y a à peu près 20 à 25% des parents qui ont remis les gamins à l'école. Donc avec 20 ou 25% des gamins, on peut mettre en place des distances à la cantine, dans la classe, etc. Mais si tous les parents reviennent à l'école, nécessairement, on n'aura plus les moyens de le faire. Vous comprenez ce que je suis en train de dire ? Je profite au passage, puisqu'on a beaucoup parlé, la main sur le cœur, qu'il fallait reprendre en raison des enfants de Seine-Saint-Denis qui sont éloignés de l'école, qu'il serait bon quand même qu'il n'y ait aucune suppression de classe la rentrée prochaine en Seine-Saint-Denis, parce que le gouvernement veut maintenir ces suppressions de classe, ce qui n'aide pas, et peut-être qu'on pourrait même imaginer que la Seine-Saint-Denis a des moyens supplémentaires et pas des moyens à la baisse. Voilà, parce que c'est à long terme qu'on va rattraper ce temps perdu. Mais dans votre question, peut-être l'ai-je mal compris, mais moi je suis pour qu'on respecte les règles du... Donc pas forcément pour accélérer le déconfinement, comme le demandent certains élus.
Mais ne mettons pas les gens en danger, il faut continuer à faire attention, le virus est toujours là. Je répète que mon département a été rudement frappé parce que beaucoup de gens ont dû aller travailler, que j'ai eu quand même le sentiment que ce qui avait privilégié le fait de sortir du confinement était d'abord une volonté de dire qu'il faut que l'activité économique reprenne, qu'il y a encore, même si ça fait moins la une de l'actualité, des gens qui attrapent le Covid, hélas des gens qui en meurent. Alors certes, ça redescend parce que je veux dire, tous, et pour le coup, j'aimerais saluer la Seine-Saint-Denis parce que des articles un peu avaient dit que le confinement a été, et là je reprends les mots du préfet, très bien respecté dans ce département, contrairement à ce qui a été dit, très bien respecté. Et il faut continuer à être vigilant. Un mot sur la commission d'enquête de l'Assemblée nationale qui est chargée de tirer le bilan de la gestion de cette crise du Covid. Est-ce que vous lui faites confiance à cette commission d'enquête pour tirer le bon bilan ? J'ai peur que cette commission d'enquête, elle est présidée par Richard Ferrand, c'est-à-dire elle est quand même entre les mains de ceux qui, en raison de leur proximité politique, ne créeront pas toutes les conditions pour que la lumière soit faite. On verra. Donc pour vous, toute la lumière ne sera pas faite avec un rapporteur qui appartient au groupe Les Républicains. La question que vous me posez, c'est est-ce que j'ai confiance ? On va voir. Et pour l'instant, je trouve qu'elle n'est pas tout à fait à la hauteur du problème. Cette crise demande un procès politique aujourd'hui ? Mais que la vérité soit établie, que les questions trouvent des réponses, que tous les éléments qui ont amené à ce retard à l'allumage janvier, février, mars sur les mesures à prendre, effectivement, doivent être prises, que les déclarations de Mme Buzyn, ancien ministre de la Santé, disant « je savais la gravité de la chose », etc., tout ça, effectivement, ça mérite sans doute qu'il y ait des responsabilités. J'oublie son nom, c'est le professeur Salomon, aujourd'hui, quand même, qui est un homme qui a participé... déjà quand il était avant chez Madame Touraine et aujourd'hui la responsabilité qu'il a dans le ministère de la Santé à ce que nous n'ayons pas le nombre de masques suffisants, etc. etc. Bien sûr qu'il faut qu'il y ait des responsabilités politiques et éventuellement des sanctions qui soient faites en direction de ceux qui ont des responsabilités. On termine quand même à 30 000 morts, quoi. Enfin, je veux dire, on s'en souvient, on a quand même fait 10 jours avant le confinement, le président de la République était allé au théâtre et avait dit « sortez, ne vous inquiétez pas ». Puis d'un seul coup, ils se sont trompés, lourdement quand même. Ils n'ont pas créé les conditions qu'on puisse encaisser ce choc de la meilleure façon. Et puis, ils ont désarmé et affaibli l'hôpital. Gloire à nos personnels de santé qui, malgré ces conditions terribles de travail, se sont, pardon de l'expression triviale, défoncés au boulot pour faire en sorte que ça se passe au mieux. Mais quand même, on avait supprimé des lits de réanimation. Aujourd'hui, on dit qu'il faut payer nos personnels hospitaliers qui sont parmi les plus mal payés d'Europe. Certes, je rappelle juste quand même que avant que nous rentrions dans le confinement, les personnels de santé manifestaient, étaient en grève et étaient même réprimés par ces mêmes policiers qui faisaient de la sale besogne. Donc vous voyez qu'on ne peut pas demander à des policiers de réprimer des infirmiers et après leur dire qu'il y a un problème, parce que je pense qu'ils l'avaient mauvaise, les policiers aussi, du moins je l'espère, de réprimer des hospitaliers, de réprimer des pompiers, qui l'ont fait parce que les consignes étaient là, et ils ont l'impression effectivement d'avoir fait le sale boulot pour le gouvernement, et aujourd'hui de se faire taper dessus. C'est toute l'ambiguïté quand on utilise la police, pas seulement pour son travail premier. Et merci Alexis Corbière. Petite question pour finir, est-ce qu'on avait devant nous ce matin un futur candidat à la présidentielle ? Et moi, j'ai répondu à cette question positivement parce qu'on me disait, je vois bien, il y a un thème journalistique qui consiste à dire Jean-Luc Mélenchon, François Ruffin, etc. Mais ce que je disais, c'est que ce que dit François, c'est la même chose que ce que dit toute une génération d'insoumis comme moi, grâce à l'éducation de Jean-Luc Mélenchon, qui a toujours considéré que notre programme, l'avenir en commun, etc., doit être porté à la prochaine élection présidentielle et que si lui n'était pas en capacité d'y aller, il faudra qu'il y en ait un d'entre nous. Et je crois que ma responsabilité, après nous le désignons collectivement, comme ancien porte-parole du candidat, comme une des figures, c'est de dire oui, s'il le faut, je serai candidat à l'élection présidentielle pour porter ces idées-là. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, je répète qu'à l'heure où je parle, je pense que celui qui est le mieux équipé, celui qui a le rayonnement le plus fort, celui que les Français connaissent, et je pense que les Français feront plus le choix de quelqu'un qu'ils connaissent que d'un champignon né de la dernière pluie, comme Emmanuel Macron la dernière fois, pour la prochaine élection présidentielle. Donc l'expérience, c'est bien. Donc je pense que Jean-Luc Mélenchon devrait être candidat en 2022. Mais s'il n'y va pas, vous êtes prêt à y aller ? Je dirai à mes amis qu'il faudra faire un choix. Et si je suis dans ce choix, il faudra aussi des femmes. Je pense à Mathilde Panot, il y a des jeunes, Adrien Quatennens. Des talents, on en a plein. Merci beaucoup. Merci Alexis Corbière d'avoir été avec nous ce matin.